Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce sympathique mardi soir, heure de diffusion différente cette fois-ci, jour de diffusion différent aujourd'hui. Sujet intéressant, sujet qui m'a été demandé à quelques reprises de parler des fameuses calories, autant au niveau de la dépense des calories que des apports. Donc je trouve que c'est un sujet qui est approprié, qui est à point, surtout parce que de plus en plus, on tend vers une approche qui veut exclure le calcul des calories. On cherche à enlever ça presque de notre vocabulaire. On veut complètement écarter ça de toute approche nutritionnelle. Donc, il y a vraiment un courant qui veut éviter de comptabiliser les calories. On associe ça systématiquement à une problématique. Donc, quelqu'un qui va compter ses calories, bien souvent, c'est mal vu. Alors, on va essayer de démystifier un petit peu ça, puis voir comment les calories, ça peut être utile, comment compter les calories, ça a ses limites, et surtout, essayer de mettre ça le plus possible en contexte, selon une perspective de perte de poids ou encore de gain de masse musculaire, parce qu'on retrouve autant du comptage ou de la comptabilité de calories chez les gens qui vont chercher à perdre du poids que chez les gens qui vont chercher à gagner en masse musculaire. Donc, il y a beaucoup aussi là, de comptables de nutritionnels qui vont vraiment chercher à être le plus précis possible pour maximiser les gains en masse musculaire ou encore maximiser la perte de kilos en masse grasse. Alors, c'est pas simple. On va d'abord définir la calorie. Donc, la calorie, ça remonte quand même à longtemps. Là, on parle des années 1800, fin 1840, début 1850 en France, où est-ce qu'on a utilisé ou développé ce terme-là pour créer une unité pour la chaleur. Donc la calorie à la base, c'est une unité de mesure de la chaleur. On peut facilement au Québec associer ça à nos calorifères. Donc ça vient exactement de là. Donc production de calories, production de chaleur. Alors les calories sont autant utilisées pour mesurer, dans le fond, les apports nutritionnels que la dépense énergétique. Donc, on va, en quelque sorte, comptabiliser la chaleur qui est produite ou la chaleur qui peut être produite à partir de l'énergie qu'il y a dans un aliment ou encore la chaleur qu'on va produire lorsqu'on va exécuter des contractions musculaires. Alors, c'est la base. Là. Donc, une calorie, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour élever la température d'un litre d'eau de 14,5 degrés à 15,5 degrés Celsius. Là, on va parler de grandes calories, parce que lorsqu'on utilise les calories en activité physique ou en nutrition, on parle toujours de grandes calories, ou on devrait plutôt dire de kilocalories. Alors, c'est quoi la différence? Il y a eu plein de problèmes avec ça. On a commencé à travailler avec des grammes puis des calories, petites calories. Après ça, il y a des gens qui ont commencé à parler de calories par 1000 grammes sans nécessairement utiliser le terme kilocalories. Beaucoup de confusion. Encore aujourd'hui, par exemple, quand je vais donner une formation, si je parle de calories et puis je parle vraiment de calories, donc 1000 fois moins qu'une kilocalorie, les gens sont tout mélangés. Alors, c'est relativement simple, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise dans notre vocable, surtout en Amérique du Nord, le terme calorie, eh bien, on va parler de kilocalories, donc kcal. Et à moins que vous parliez à un ingénieur en thermodynamique, etc., là, on va vraiment surtout utiliser la calorie pour son gros format. Alors, kcal, donc calories, kilocalories, ou encore pour le système international, le système métrique, on va parler de kilojoules. Alors, une kilocalorie correspond à environ 4,18 kilojoules. Bon, ça va pour les unités. Bon, qu'est-ce qu'une calorie un petit peu? Les calories, on utilise ça à toutes les sauces. Vraiment, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais vraiment, vraiment à toutes les sauces. Les gens vont avoir parfois une obsession au niveau des calories. Donc, c'est un chiffre. Ce sont des chiffres auxquels les gens vont s'associer, vont déterminer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, on va déterminer qu'un aliment est riche en calories. Donc là, ça va déjà donner une connotation comme quoi, oh, c'est riche en calories, donc c'est pas bon. Alors que ça veut tout simplement dire qu'un aliment est très riche en calories, donc il y a beaucoup d'énergie disponible dedans.
La précision, lorsqu'on va comptabiliser les calories, c'est là que ça devient très difficile. Il y a des gens qui vont être des experts pour vraiment mesurer, peser tout, ils vont être vraiment consciencieux. Moi, j'ai déjà eu des gens qui allaient peser un aliment, qui allaient manger et qui allaient peser ce qui restait dans l'assiette. Alors, on fait ça, par exemple, en recherche, lorsqu'on va faire des études pour déterminer vraiment, avec la plus grande précision possible, les apports nutritionnels, la quantité de calories qui va rentrer. Mais on va mesurer la quantité de bouffe initiale, la quantité de bouffe qui reste, et on va soustraire les calories restantes dans l'assiette pour être sûr de bien comptabiliser. Bref, on se casse souvent beaucoup la tête et on va prendre pour acquis que les calories, les tables nutritionnelles qu'on utilise sont super précises. Il y a toujours une variabilité pas mal grande lorsqu'on va essayer de déterminer nos apports énergétiques. Pourquoi? Et là, ça commence à être compliqué. On remonte au facteur d'Atwater. Atwater, de mémoire, c'est Wilbert ou Wilbert de son prénom, a déterminé une équivalence énergétique pour les macronutriments. Donc, il a fait de nombreuses études, il y a des collègues aussi qui ont travaillé avec lui là-dessus, pour essayer de déterminer 1 gramme de protéines, ça correspondait à combien de calories disponibles pour l'organisme. Même chose pour les lipides, même chose pour les glucides. Alors, ce que nous, on utilise abondamment, si on va dire 1 gramme de protéines correspond approximativement à 4 calories, 1 gramme de lipides, 9, 1 gramme de glucides, 4. Alors, on utilise ces valeurs-là, et ensuite de ça, on va aller regarder dans une table nutritionnelle pour voir, je viens de manger 100 grammes de poulet. Le poulet, bien, il y a tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides. Je multiplie x 4, x 9, x 4, puis ça me donne les calories totales. Ou encore, je vais regarder le total tout simplement qui est indiqué dans la table. Je ne me casse pas la tête à calculer. Puis je dis, bon, la table me dit ça, c'est ça. La table, effectivement, va utiliser ces fameux facteurs d'Atwater-là. Il faut savoir que les facteurs d'Atwater, c'est assez complexe. C'est-à-dire que le bonhomme, il a vraiment travaillé fort. Donc, il a déterminé dans ce qu'on appelle dans une bombe calorimétrique. Donc, il a fait brûler les aliments. Il a mesuré la quantité de chaleur qu'il y avait. Donc, ça va vraiment faire une combustion totale de tout ce qui peut brûler là-dedans. Donc, on a vraiment la valeur maximale d'énergie qui est disponible pour cet aliment-là. Toutefois, lorsque l'aliment est ingéré, ça ne veut pas dire qu'il va être digéré à 100%. Donc, chaque macronutriment, on a développé un coefficient de digestibilité. Donc, d'habitude, les protéines vont se digérer à X%, les lipides Y%, les glucides Z%. Alors, on a appliqué ce coefficient de digestibilité-là et on a, au résultat qu'on obtenait dans la bombe calorimétrique, et ça nous a donné des valeurs de calories qui étaient disponibles, utilisables pour l'organisme. Atwater a testé avec plusieurs aliments, des mixtures d'aliments, donc pas uniquement juste des protéines, mais dire on va mixer protéines, lipides, on va brûler ça, on va valider nos équations, nos algorithmes, on va voir ce que ça donne. Il est arrivé à des valeurs assez intéressantes, des valeurs qui sont représentatives pour les protéines, représentatives pour les glucides et les lipides. Mais il y a une variation. Donc, même si on pèse et on mesure tout avec une précision extrême, lorsqu'on va multiplier par les facteurs d'Atwater les différents macronutriments, on va avoir une marge d'erreur. Parce que les aliments, ils ne sont pas nécessairement tous identiques ou pareils ou similaires à ceux qui ont été utilisés dans les années 1900 pour déterminer la valeur. Donc, les aliments ont peut-être changé. Il y a aussi une variabilité inhérente à un aliment. Ce n'est pas tous les poulets qui sont pareils, ce n'est pas toutes les pommes qui sont pareilles. Donc, il y a une certaine variabilité propre à l'aliment qui va augmenter la marge d'erreur. Et comme on utilise une multiplication, si je prends 100 grammes de glucides et je multiplie par 4, je multiplie ma marge d'erreur également par 4. Alors, même si je mesure tout, même si je pèse tout, lorsque je vais multiplier par ces facteurs-là, ou utiliser le chiffre d'une table nutritionnelle ou de mon application sur mon téléphone, qui utilise les facteurs d'Atwater également, je me ramasse à avoir une erreur potentielle qui est assez importante. Donc, ça peut s'additionner sur une journée puis atteindre plusieurs dizaines, voire presque une centaine de calories selon les aliments qu'on va ingérer. Alors, ça fait quand même pas mal de variations, même si on s'est efforcé de tout mesurer, de tout peser. Alors moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Là, est-ce qu'il va falloir que je mesure puis que je pèse pour essayer d'être super précis? »
Ben oui puis non. Tu sais, si t'es pas capable de faire la différence entre 1 kg puis 100 grammes, si pour toi t'as aucune idée visuellement ça a l'air de quoi, ce serait peut-être intéressant que tu pèses puis que tu mesures pour avoir une meilleure idée. Mais si tu veux savoir précisément combien de calories il y a dans tel repas, puis tu pèses puis tu dis j'ai 127 grammes, point 47. Oh non, 48. Oh non, 49. Oh, 47. Oh, on est complètement à côté parce que ça ne donne rien de chercher à avoir ce niveau de précision-là à cause de la marge d'erreur qui est associée au facteur d'Atwater. Donc, ça ne donne rien de nous entêter, de chercher obstinément à être hyper précis. On ne peut pas être précis simplement à cause de la mathématique puis des coefficients qu'on utilise. Alors, est-ce que ça veut dire que compter les calories, c'est inutile? Bien, si c'est dans un objectif d'avoir une précision extrême, de déterminer aujourd'hui, j'ai mangé 1628 calories, point 2, on se fait des accroires. On se leurre dans une fausse précision. Certaines personnes, ça va les réconforter, dire ah, ben là, j'étais à 1627 calories, donc je vais dépenser plus que ça, puis je vais perdre du poids. Malheureusement, là, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Là. C'est de l'illusion. Là. Ce n'est pas ça. Vous pouvez facilement penser être à 1600 calories, 1628,42 calories ingérées dans votre journée, puis en réalité, vous pourriez être facilement à 1950 ou à 1300. Alors, ça explique souvent pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont dire « Mais moi, je mange 1600 calories, je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, pourtant, je réussis facilement à dépenser 2000. » Ben, si vous ne perdez pas de poids, puis vous êtes certain que vous dépensez 2000, vous en mangez fort probablement en moyenne 2000. Peut-être qu'il y a des journées que vous mangez plus, peut-être qu'il y a des journées que vous mangez moins, mais sur une période donnée, vous allez manger à peu près ce que vous dépensez si votre poids est stable. Alors, où on se trompe, soit qu'on se trompe dans la mesure de notre dépense, de combien de calories on dépense, soit qu'on se trompe dans la mesure de nos apports, ou une combinaison des deux. Puis lorsqu'on combine les deux, on peut facilement avoir des écarts de 500, 600, 1000 calories par jour entre ce qu'on pense qu'on fait puis ce qu'on fait réellement. Et ça, même si on pèse, puis on mesure, puis on comptabilise du mieux qu'on peut, puis qu'on ne se ment pas, là, qu'on essaie d'être le plus honnête envers soi-même, même ça, même malgré toute notre bonne foi, notre bonne volonté, notre discipline, puis notre balance hyper précise de chez Canadian Tire, ben, on peut facilement avoir des grandes marges d'erreur qui peuvent à elles seules justifier pourquoi je ne comprends pas comment ça se fait que je ne perds pas de poids ou je ne comprends pas comment ça se fait que j'en prends. Alors, c'est assez important de comprendre ça pour éviter de tomber dans le piège, de tomber dans une précision excessive, dans une obsession des calories. Ça ne donne rien. Sauf que ça pourrait être intéressant de savoir, est-ce que vous mangez à peu près 1000 calories, à peu près 2000, à peu près 3000? Donc, ça peut être intéressant d'avoir une idée globale, sans chercher à être super précis, d'à peu près combien de calories vous ingérez. Pour ça, les facteurs d'Atwater ont un niveau de précision qui est suffisamment acceptable pour nous donner une idée. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, on met de côté là, le besoin de précision, puis l'assurance que ça peut nous donner, le réconfort dans certains cas que ça peut nous donner en cherchant à être hyper précis. C'est vraiment, vraiment de l'illusion. Là. Vous ne pouvez pas être précis malgré toute votre bonne volonté et tous vos bons outils. Même en recherche, on utilise le plus d'outils, le plus de mesures, on essaie de contrôler le plus de choses. Les apports nutritionnels, ça demeure toujours une variable extrêmement volatile. Alors, on cherche plutôt, lorsqu'on compte les calories, à avoir une idée. Donc, est-ce que je suis plus proche de 1000, 2000, 3000? Donc, ça peut nous donner une idée intéressante à savoir, est-ce que je consomme quand même beaucoup de calories ou pas beaucoup? Donc, ça, c'est un élément qui est quand même assez important. Aussi parce que ça peut nous amener vers d'autres choses. C'est-à-dire que si je commence à comptabiliser un petit peu ce que je mange, bien, ça me force à observer ce que je mange. Ça me force à prendre conscience de ce que je mange. Et ça peut être intéressant. Donc, quand on met un peu les mains à la pâte, là, qu'on regarde, non, mais je vais analyser un petit peu ce que je mange, je vais écrire ça. Sans avoir une précision extrême, bien, je peux savoir, oh, finalement, je pensais que moi, je prenais 3 repas par jour. Finalement, je prends 3 repas puis 4 collations parce que j'ai eu 4 collations dans ma journée. J'ai grignoté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc ça peut être intéressant parce que ça nous donne un portrait un petit peu de, ben voici ce que je pense que je fais et voici ce que je fais réellement.
Alors ça peut être un travail intéressant de comptabilité, d'avoir une idée de ce qu'on mange, d'avoir une idée de nos habitudes nutritionnelles et non pas se fier uniquement à notre perception, à dire «Ah oui, moi, je fais tout le temps ça» ou «Moi, je mange bien» ou «Moi, je mange régulièrement une quantité suffisante de protéines, je mange pas ci, je mange...» Ben, de l'écrire, de regarder sur quelques jours, de voir effectivement qu'est-ce que je mange, ça peut amener une certaine prise de conscience et ça peut nous permettre d'affiner notre perception avec la réalité. Donc à ce moment-là, on se trouve à être un peu plus précis, on se trouve à avoir une meilleure conceptualisation de notre réalité nutritionnelle. Puis on peut réaliser que, ah, mais finalement, moi, j'en mange jamais du poisson. Moi qui pensais que je mangeais... Hey, désolé pour l'interruption. Je crois qu'il y a eu une panne de courant momentanée. Alors, ça a coupé, je suis vraiment désolé. J'espère que les gens vont revenir. J'étais parti sur une belle lancée sur les calories. Alors, je reprends. Donc, on parlait d'avoir un bon portrait de nos apports nutritionnels, donc le fait de comptabiliser un petit peu les calories sans chercher à avoir un niveau de précision extrême, c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour nous permettre, dans le fond, d'arriver à avoir un meilleur portrait, une meilleure répartition de nos habitudes alimentaires, des aliments qu'on va utiliser à outrance. Une façon aussi d'observer ça, c'est la facture d'épicerie. Donc, la facture d'épicerie, ça peut aussi nous permettre d'avoir une idée un peu de nos tendances nutritionnelles, de qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on ne consomme pas, et de voir les fluctuations de cette facture-là. Ça peut aussi nous indiquer qu'est-ce qui change dans notre alimentation. Donc, ça, c'est vraiment pour les calories comme telles, lorsqu'on va parler d'apport. Là, il y a certains éléments que j'aimerais aborder, entre autres, le fameux 3500 calories pour perdre une livre ou un demi-kilo de gras. Donc ça, on l'entend souvent. On dit, on va essayer de créer un déficit énergétique équivalent à 3500 calories sur la semaine. Et ça va faire en sorte qu'on va perdre une livre de gras. Et pas tout à fait ça. On entend à l'inverse aussi, souvent que si on veut gagner de la masse musculaire, il faut créer un surplus énergétique de 1500 calories et là, on va arriver à synthétiser ou gagner 1 kg de masse musculaire. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant, sauf que malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Donc le fameux 3500 calories de déficit, d'où ça vient? Ça vient lorsqu'on prend certains types de gras, puis on va prendre une livre, on va mettre dans la bombe calorimétrique à laquelle je faisais référence tantôt, on va la brûler. Ça va nous donner à peu près 3500 calories de combustion. Donc, si je ne me trompe pas, là, c'est lorsqu'on va brûler 1 kg de triglycérides, une livre de triglycérides, on va obtenir 3500 calories de chaleur générée. Alors, on s'est dit, si on crée un déficit de 3500 calories, eh bien à ce moment-là, on va réussir à perdre une livre de gras. Malheureusement, ça, c'est considéré que créer un déficit énergétique, ça va uniquement puiser dans un seul compartiment, un seul réservoir d'énergie qu'on a. Alors, l'organisme, lui, il a plusieurs réservoirs d'énergie, de quantité, de ressources variables qu'il va utiliser pour combler les déficits. Et ça, il va les utiliser en fonction des aliments qui rentrent, de la quantité de calories qui rentrent et des calories qui sortent, puis de sous quelle forme, si on veut, ou comment ils vont sortir. Est-ce que c'est en activité physique? Est-ce que c'est parce que je fais de la fièvre? Etc. Alors, le 3500 calories, si je crée un déficit de 3500 calories, il y a une fraction de ce déficit-là qui va aller effectivement dans mes réserves de gras. Il y a une fraction qui va aller dans mes réserves de glycogène, donc le sucre qui est stocké dans les muscles et dans le foie. Puis, potentiellement, il y a aussi une fraction qui va aller utiliser des acides aminés, donc des protéines. Donc, on a un bassin mobile, on dit le bassin labile d'acides aminés dans l'organisme. Donc, c'est des acides aminés qui proviennent de la dégradation de différentes structures de l'organisme qui sont un peu désorganisées, puis c'est un peu des acides aminés de réserve qui vont servir à faire des rénovations dans l'organisme si on en a besoin rapidement. Mais il y en a certains qui peuvent aussi être utilisés pour faire de l'énergie ou encore faire du glucose. Donc c'est très, très versatile comme bassin. Donc si on crée un déficit de 3500 calories, c'est un petit peu dans chacun de ces éléments-là que je vais aller puiser. Normalement, la majorité devrait aller dans le gras, donc ça devrait être intéressant, mais pas la totalité. L'autre chose, c'est que lorsqu'on va utiliser ces réservoirs-là, il n'y a pas uniquement de l'énergie qui s'en va. Quand j'utilise le glycogène, entre autres dans les muscles, le glycogène est stocké avec de l'eau.
Donc, si je crée un déficit énergétique, puis il y a une partie de glycogène qui s'en va, pour chaque gramme de glycogène qui part, il y a à peu près entre 3 et 4 grammes d'eau qui vont s'en aller aussi. Alors ça va avoir un impact. Fait que dans les faits, si on observe quelqu'un qui a une diète nord-américaine standard et chez qui on réussit d'une façon miraculeuse à créer précisément un déficit de 3500 calories, on va observer une perte de poids un peu plus grande qu'une livre, ou un demi-kilo, mais ça ne sera pas un demi-kilo de gras qui va partir. Donc, on va probablement perdre possiblement presque 1 kilo, peut-être un petit peu plus qu'1 kilo de poids total. Il va y avoir une fraction de ce kilo-là qui va être sous forme de gras, une fraction qui va être sous forme de glycogène puis d'eau, puis une très petite fraction qui va être sous forme de protéines, donc d'acides aminés. Alors, le 3500 calories, pour perdre 1 livre de gras, sincèrement, je connais personne qui a réussi à arriver en disant « Hey, j'ai 3500 calories de déficit, je le sais pour sûr, j'ai tout compté, puis je suis précis, Dieu sait comment. » Puis, ça donne après ma semaine 1 livre de partie. C'est jamais arrivé. C'est arrivé qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, j'ai coupé mes calories, j'ai réduit, je pense que j'ai créé un déficit de 3500 calories dans ma semaine, puis j'ai perdu du poids. » Là, à savoir, c'était-tu 3500 calories, c'était-tu 1000 calories, c'était-tu 6000 calories? Plus difficile à savoir. Donc, d'où ça vient 3500? C'est surtout que ça fait en sorte qu'on va créer ou essayer de créer un déficit énergétique d'à peu près 500 calories par jour sur une semaine. Ce 500 calories-là, il est un peu plus important que la marge d'erreur qu'on peut avoir pour déterminer nos apports nutritionnels. Ça veut dire que si je coupe de 500 calories, il est pas mal certain que je vais réduire mes apports nutritionnels. Donc, je devrais manger moins et c'est ça qui va faire en sorte que je devrais être en déficit et que je devrais perdre du poids. Mais ça ne veut pas dire que je suis exactement à 3500. Ça veut dire que je vais couper de façon un peu plus importante que ma marge d'erreur potentielle. Donc, ça fait en sorte que je suis pas mal certain que j'ai réussi à créer un déficit. Lorsqu'on essaie de couper de façon moins importante, de réduire les calories moins importantes, si j'essaie de dire, moi je vais essayer de couper de 100 calories par jour, donc je vais essayer de créer un déficit énergétique équivalent à 100 calories, il y a de fortes chances que lundi, je vais peut-être être à 200 calories en déficit, mardi, je vais peut-être être 300 calories au-dessus, et ainsi de suite. Donc à la fin de la semaine, c'est possible que je n'avais pas du tout perdu de poids, que j'ai un poids stable. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont opter pour des approches de restriction calorique sévères, parce que là, on est certain qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de calories qui rentrent et on est presque certain qu'on dépense plus de calories, même si on ne fait pas grand-chose. Donc, pourquoi ça fonctionne à court terme, les restrictions caloriques sévères? C'est parce que c'est certain qu'on va consommer moins de calories qu'on en dépense. Donc, c'est sûr qu'on va perdre du poids. Sauf que l'écart, le déficit est tellement important qu'il y a des conséquences dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc, il y a des conséquences à ça qui font en sorte que c'est peu soutenable et il y a de fortes chances et non, presque une certitude qu'on va regagner le poids après ce type d'intervention. Donc, le fameux 3500 calories de déficit, c'est beau sur papier, mathématiquement ça se calcule bien, ça permet de bien concevoir, tant de calories, ça va engendrer une perte de poids, mais après ça, tout ce qui est précision, tout ce qui est exactitude, là, grammes, kilos, calories, on oublie ça. On oublie ça, c'est vraiment peut-être un outil qui nous sert à comprendre l'importance de créer un déficit énergétique sur une semaine pour réussir à perdre du poids, mais c'est pas quelque chose de mathématico-physiologico solide. Donc, ça ne tient pas la route. Là. On ne peut pas faire un lien aussi solide entre les mathématiques et de la physiologie du métabolisme que ça. À l'inverse, pour ceux qui veulent gagner de la masse musculaire, lorsqu'on dit on va créer un surplus énergétique d'à peu près 1500 calories, ça va nous permettre de gagner du muscle. Ça, il y a eu des belles études chez le rat et on a remarqué que lorsqu'on sature les mécanismes de croissance musculaire, quand même qu'on donne plus de calories, plus de protéines, la croissance au niveau du tissu musculaire n'est pas plus importante. Donc, il y a d'autres mécanismes limitants qui sont presque indépendants des apports énergétiques et des apports en protéines. Le fait de surcharger en calories, souvent de façon très importante pour gagner de la masse musculaire, vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui évaluent leur gain en masse musculaire à partir du poids sur la balance. Donc, ils vont s'entraîner très fort en musculation, vraiment faire un gros travail
et ils vont manger une très grande quantité de calories. Ils vont voir le poids augmenter sur la balance, puis ils vont se dire, ben, je travaille très fort en musculation, mon poids augmente, l'intervention fonctionne, et à ce moment-là, j'ai réussi à gagner de la masse musculaire. La preuve, mon poids est plus élevé. La composition corporelle, elle, a possiblement changé, c'est-à-dire qu'on a possiblement gagné de la masse grasse, peut-être gagné un petit peu de muscle, mais c'est pas quelque chose qui est certain. Donc, c'est pas quelque chose qui est bien évalué, c'est pas quelque chose qu'on va discerner, là. Donc, il faut faire attention. Alors, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'entraîneurs qui vont promouvoir une surcharge super importante en termes des calories pour s'assurer que leur client va gagner du poids, et on va supposer que la majorité de ce poids-là provient d'un gain en masse musculaire, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, le surplus énergétique, il est en partie nécessaire pour augmenter la masse musculaire, mais pas aussi important qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que dès qu'on a répondu aux besoins énergétiques de l'organisme, ça ne donne pas grand-chose d'en donner beaucoup plus. Donc, le fait d'augmenter de façon considérable les calories, ça peut même s'avérer problématique pour les gains en masse musculaire. Donc, on peut avoir une trop grande quantité de calories, ce qui va diminuer l'efficacité d'absorption et d'assimilation des protéines, puis réduire un peu l'effet de cette quantité plus importante de calories et de protéines-là sur la croissance musculaire. Donc, ça, c'est un élément aussi qui est important à considérer. Alors, on ne veut pas surcharger inutilement. On ne veut pas dire, mais moi, je vais y aller avec un apport énergétique aux alentours de 6-7 000 calories. Comme ça, je vais gagner du muscle. Probablement qu'à 2-3 000 calories, on aurait des effets peut-être même supérieurs pour augmenter la masse musculaire. C'est qu'on répond minimalement aux besoins, puis qu'on répond aux besoins associés avec l'entraînement. Donc, je vais augmenter légèrement les apports en protéines pour me jumeler avec l'augmentation de la dégradation des protéines. Donc, je vais chercher à avoir une balance positive. Je vais chercher à avoir légèrement plus de calories qu'en temps normal pour justement soutenir cette croissance musculaire-là. Puis après ça, je n'ai pas besoin de plus. Donc, dans les deux cas, on se ramasse à avoir des gens qui vont calculer avec une extrême précision quelque chose qui ne nous donne rien de calculer avec une extrême précision, parce qu'encore une fois, c'est plus du domaine de l'illusion que de la réalité. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent sur les fameuses calories. Si c'est le cas, gênez-vous pas à utiliser le chat. Donc, posez vos questions, commentaires, et je vais essayer d'y répondre. Il y a toujours un petit délai, mais à ce moment-là, je vais y répondre avec un délai normal. L'autre aspect au niveau de c'est inutile à être sur le niveau du calcul des calories, c'est qu'on va simplement un côté de la génétique, qu'on va considérer les apports sans avoir une mesure de la dépense. C'est très précis. Les meilleures méthodes vont donner une précision d'à peu près 3-4%. Sur une journée. Donc ça, c'est quand même quelques centaines de calories de variation. Et ça, c'est des méthodes vraiment poussées qui coûtent très cher. Donc on utilise des isotopes. Donc ce n'est pas des méthodes qu'on peut utiliser. Lorsqu'on utilise des méthodes plus accessibles, soit des journaux pour déterminer notre activité physique, ou encore on utilise des équations pour prédire notre métabolisme de repos. Après ça, on multiplie qu'un facteur d'activité physique. On a facilement une marge d'erreur de plusieurs centaines de calories. Donc, si on n'a pas une idée de la quantité de calories qu'on dépense, ça devient un petit peu inutile de chercher à avoir précisément combien de calories on consomme. C'est faire de la comptabilité, de dire, moi, je vais compter toutes les cents, les 5 cents, les 10 cents que je fais comme revenu. Puis, au niveau de la dépense, je vais regarder ça là, à coût de 1000 $. Donc, ces écarts-là, ça crée vraiment un déséquilibre, puis ça rend inutile le calcul précis. Donc, tant qu'on n'aura pas des méthodes qui vont nous permettre de déterminer avec précision combien de calories on dépense, puis ça rend inutile le calcul précis des apports nutritionnels. Donc,
Par contre, un peu comme déterminer nos apports nutritionnels, il peut être intéressant de chercher à savoir à peu près combien de calories je dépense. Donc, le calcul du métabolisme de repos, il y a encore beaucoup de gens qui vont utiliser une équation de 1929, l'équation d'Harris-Benedict. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure équation. Il y a des équations de prédiction du métabolisme de repos qui sont un peu plus précises, entre autres qui vont utiliser la masse maigre et la masse grasse au lieu d'utiliser le poids total. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure idée, une meilleure précision, surtout lorsqu'on a des cas de composition corporelle qui sortent un peu d'un individu moyen de 70 kg. Donc si on a des gens qui ont un surplus de poids important en masse grasse ou encore en masse musculaire, bien à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser des équations qui ne considèrent pas le poids total, mais qui vont considérer la masse maigre et la masse grasse dans leur calcul. Alors, le calcul du métabolisme de repos, il faut s'assurer d'avoir une bonne équation qui nous permet d'avoir une capacité de discriminer un peu la composition corporelle. L'âge est un autre facteur intéressant, le sexe aussi. Donc ça, il faut s'assurer que notre équation va englober tout ça. Ensuite de ça, les autres éléments qui vont être intéressants à chercher à déterminer, c'est votre niveau d'activité physique. Donc, moi, je suis un fan des accéléromètres, les fameux fitness trackers. Donc, ce sont des éléments, des mesures de notre activité physique, c'est nécessaire qu'on ait à monter les jambes, et compagnie, etc. Alors, on va utiliser pas quantité avec précision. Je vous donne un exemple. Si le fitness tracker vous dit que vous pensez 1600 calories en activité physique dans une journée, ça ne veut pas dire que vous dépensez effectivement 1600 calories en activité physique. Peut-être que vous êtes à 900, peut-être que vous êtes à 2500. Il y a beaucoup de variabilité dans le calcul. Toutefois, si vous avez une idée sommaire des calories que vous mangez, vous savez que vous êtes proche de 2000, vous avez une mesure de votre activité physique, peu importe le chiffre, bien, vous pouvez associer ce chiffre-là. Si vous avez une idée que vous n'êtes pas loin de 2000 de calories que vous consommez, si votre poids est stable, puis votre appareil de mesure d'activité physique vous dit qu'au total, dans une journée, vous dépensez 3000 calories, bien, vous regardez, lorsque vous consommez 2000, votre appareil vous dit que vous en dépensez 3000, votre poids est stable, donc vous savez qu'un 2000 d'apport énergétique à peu près équivaut sur votre fitness tracker à un 3000 de dépenses énergétiques. Donc ensuite, si vous voulez perdre du poids, bien, on va soit chercher à réduire le 2000, soit chercher à augmenter le 3000 mesuré par l'appareil. Donc on ne se sert plus du chiffre pour sa valeur, ce qu'il veut dire, mais plus comme un indicateur global, puis on va chercher à déterminer bien, comment on peut le faire, comment on peut l'influencer, comment on peut le faire bouger vers le haut, ou encore le faire bouger vers le bas, là, peu importe. Et ça va nous permettre de savoir quel est l'impact ensuite sur notre poids, sur notre composition corporelle. Donc, si vous mangez à peu près 2000 calories par jour, vous passez de 3000 mesurés sur votre fitness tracker à 4500, puis vous observez une perte de poids de 1 kg ou 1,5 kg à chaque semaine, bien là, vous savez que vous êtes en déséquilibre énergétique. Donc, lorsque votre poids fluctue sur une semaine là, de plus que 1 kg, vous pouvez considérer que c'est un changement de poids significatif. Lorsque les fluctuations sont inférieures à 1 kg, on considère que c'est un poids qui est stable. Donc ça, c'est des outils. Donc c'est un peu la façon d'utiliser les calories. Faut vraiment garder en tête qu'on est limité dans notre précision, qu'on est limité avec ces différents outils-là. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des limites que les outils deviennent inutiles et qu'on ne devrait pas s'en servir. Donc, les outils donc on connaît les limites, bien, à ce moment-là, on peut les cadrer dans une intervention et là, ça devient hyper intéressant. Parce que votre fitness tracker, même s'il surestime ou sous-estime les calories, il mesure plus de choses que vous êtes capable de faire en compilant dans un journal. Donc, il va englober plus d'activités, il ne dépend pas de votre mémoire ni de votre perception. Donc, il peut aller recueillir des informations que normalement, vous ne seriez pas conscient. Alors ça, c'est intéressant. C'est un peu comme si vous aviez quelque chose qui comptabilisait tout ce que vous mangiez sans nécessairement avoir une grande précision, puis à la fin de la journée, vous fournissez un rapport. Vous regardez le rapport, vous dites, est-ce que j'ai vraiment mangé ça? Puis là, ah ben oui, j'ai mangé ça, je ne m'en souvenais pas. Ou est-ce que j'ai vraiment mangé ça? Non, pas du tout, c'est une erreur.
Donc, de vraiment analyser, essayer de comprendre les chiffres, les valeurs, c'est quelque chose qui va être définitivement intéressant et non pas uniquement prendre les chiffres pour les chiffres. Il y a encore beaucoup trop de gens qui vont soit compléter un journal alimentaire dans une application sur leur téléphone ou encore utiliser leur Apple Watch pour déterminer avec précision s'ils sont en surplus énergétique ou s'ils sont en déficit. Ça fait plus de tort que de bien parce que là, on comprend rien. On dit, pourtant, je suis à 300 calories de déficit selon ce que je mesure, je devrais perdre du poids, j'en perds pas. Alors, au lieu de remettre en question la précision de nos outils, on va remettre en question des choses qu'on ne mesure pas. On va dire que c'est notre métabolisme qui est probablement problématique, on va dire que c'est nos hormones, on va dire que c'est nos gènes, on va dire plein de choses. Et là, on devient extrêmement vulnérable dans ce temps-là. On est des cibles faciles pour des gens qui veulent justement profiter de ces aspects-là. Donc, de jouer sur des choses qu'on ne mesure pas, des choses sur lesquelles on peut pas savoir si effectivement ça fluctue et ça a une influence sur la gestion de notre poids. Alors, il faut faire vraiment attention. Je vous dirais, la première chose à faire, c'est vraiment de chercher à remettre en question l'outil. Donc, moi, je mesure mes calories avec une Garmin. Bon, parfait, mais c'est quoi à peu près la précision que je peux avoir? Pour l'avoir mesuré, ma Garmin, je suis souvent 600 calories au-dessus de ce que je dépense réellement dans une journée. Alors, je sais que le chiffre que je vois sur ma montre à la fin de la journée, si je suis à 3600 calories, ça veut peut-être dire que j'ai atteint 3000 et que c'est une très bonne journée pour moi, mais je suis certain que je ne suis pas à 6000 calories. Sûr. Alors, c'est en apprivoisant un peu vos outils, en affinant un petit peu vos perceptions, en n'ayant pas peur de comptabiliser un peu les calories et en considérant l'écart de mesure potentiel, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Puis, on sort un peu d'un contexte émotif associé aux calories. Donc, on vient plutôt utiliser ça comme des balises qui vont nous indiquer à peu près dans quelle direction aller et tout en sachant qu'on peut dévier un petit peu à droite, à gauche, tout en gardant le cap. Donc, c'est vraiment des éléments importants comme ça. Alors, pour ceux qui sont là, écoutez, je prendrai quelques questions si jamais c'est le cas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont affairés à compter leurs calories. J'aimerais ça peut-être savoir combien de temps à peu près vous passiez là-dessus. Parce que des analyses nutritionnelles, les comptabiliser et tout, maintenant c'est un peu plus facile avec les téléphones intelligents, on peut tout rentrer, mais c'est ça, la précision n'est peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Mais c'est quelque chose qui est long. Je sais que dans différents projets de recherche sur lesquels j'ai travaillé, qu'il y avait des journaux alimentaires. Par exemple, si les gens devaient compléter un journal alimentaire de 3 jours, la première journée c'était super bien, la deuxième journée, la troisième journée c'était du n'importe quoi. On avait des gens qui marquaient, même chose que lundi, il y avait des gens, c'était vraiment, les gens étaient tannés, là, parce que ça demande un investissement en temps, c'est pas évident à faire, donc, surtout pour le peu d'infos qu'on peut utiliser de ça. Les non-professionnels de la nutrition, c'est quand même limité les informations qu'on peut tirer d'un journal alimentaire, donc autre que nous donner une idée globale de ce qu'on mange, là, on n'est peut-être pas suffisamment outillé là, pour vraiment travailler avec ça. Good. Bien, moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais aborder aujourd'hui en termes des fameuses calories. Je voulais peut-être finir sur un dernier aspect qui est la fameuse expression, là, toutes les calories ne sont pas égales versus là, une calorie, c'est une calorie. Ce débat-là, ça vient surtout du fait qu'on a une certaine imprécision dans notre capacité à mesurer la valeur énergétique. Donc, on fonctionne beaucoup avec des estimés, avec des moyennes représentatives. Et c'est pour ça que, en thermodynamique, oui, une calorie, c'est une calorie, c'est ça. Lorsqu'on rentre dans un système, on parle de bioénergétique, oui, une calorie, c'est une calorie, mais il peut y avoir différents processus dans la transformation qui modifient ça. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est les fibres. On va rapporter que les fibres sont 0 calories parce qu'elles ne sont pas métabolisables et digérables par l'organisme, par le système digestif. Tout récemment, on a remarqué qu'il y a certaines bactéries qui sont un peu plus loin dans le système digestif, là, plus creux, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, qui sont en mesure d'utiliser les fibres et qui vont faire des chaînes d'acides gras avec ça.
Donc, ils vont prendre des fibres que nous, si on mange comme organisme vivant, on n'est pas capable de les dégrader pour utiliser l'énergie qu'il y a dedans. Mais il y a certaines bactéries qui, elles, vont les transformer en quelque chose qu'on est capable d'utiliser. Donc, l'apport en fibres, selon la composition en bactéries de notre système digestif, va faire en sorte qu'il va y avoir des acides gras qui vont être remis en circulation, qui, eux, peuvent être utilisés comme source d'énergie par l'organisme. Donc, on se ramasse à avoir qu'une fibre à 0 calories, en réalité, pourrait fournir du gras et fournir des calories. OK? Alors, Mélissa, on a une question. Donc, légère, pas très grande. Est-ce que le métabolisme de base dépense peu? Ben oui, mais ça, si tu n'es pas très grande, si tu n'es pas lourde, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de masse grasse, tu n'as pas beaucoup de masse maigre. Le principal déterminant de la quantité de calories que tu dépenses au repos, c'est ta masse maigre. Donc, la taille de tes organes, la quantité de tes organes, ce qui est à peu près standard pour tout le monde, et la quantité de muscles que tu as. Donc, si tu en as moins, tu vas dépenser moins de calories sans que ça soit anormal. Alors, je dis toujours dans un stade, là, si on pose un stade avec 20 000 personnes, si on demande c'est qui la personne qui a le métabolisme de repos le plus bas, moi, je vais opter pour la personne adulte qui a le poids le plus faible. Donc, ça serait mon guess là, si j'avais à parier. Donc, oui, effectivement, c'est légère, pas très grande. Ça veut dire que tu n'as pas nécessairement des gros organes, pas beaucoup de poids. Donc, la dépense énergétique au repos n'est pas élevée. Toutefois, ça ne veut pas dire que ta dépense énergétique au total, sur une journée, ne peut pas, elle, être super importante. Donc, tu peux être très active et facilement dépenser 2 fois ton métabolisme de repos dans une journée. Donc, ça fait en sorte que tu dépenses beaucoup de calories. Alors, ce n'est pas réellement un problème, ça peut être quelque chose de tout à fait normal. Hey, bonsoir, oui, comment ça va? Donc, je ne sais pas, les autres, si vous avez des questions, c'est encore le temps. J'ai un petit peu de temps encore de disponible pour vous. Donc, ça va un petit peu pour la synthèse, là. Donc, une calorie, c'est pas une calorie, oui et non, là, selon le terme là, physique, oui, une calorie, c'est une calorie, sauf qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'elles vont, puis des fois, il peut y avoir des parcours un petit peu nébuleux, des éléments qu'on n'a pas encore bien compris, qui peuvent venir fausser un petit peu la donne, mais ça demeure quand même vrai, là, si vous consommez plus de calories que vous en dépensez, vous allez fort probablement prendre du poids, puis si vous consommez moins de calories que vous en dépensez, vous allez perdre du poids. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une super bonne soirée. Je vous invite à m'envoyer des sujets. Si jamais il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, ça me fait plaisir. Donc vous pouvez m'envoyer ça soit par courriel, soit via ma page Facebook Dr. Kin. Par courriel, c'est mso@drkin.com, donc drkin.com. Ça me fait plaisir d'essayer d'aborder ces sujets-là avec vous. Et puis, si tout se passe bien, je reprends ma case horaire du mercredi soir la semaine prochaine avec un autre sujet qui va toucher autour de l'activité physique, l'entraînement, la nutrition et compagnie. Donc, si vous aimez, je vous encourage à partager. Je vous invite également à consulter mon site drkin.com. Il y a plein d'articles super le fun. Il y a des cours en ligne aussi qui parlent de pas mal de ce que je parle là, puis qui vont souvent plus en profondeur. Donc, n'hésitez pas. J'ai un cours sur activité physique et maladie qui est vraiment intéressant, là, qui met en relation tous les bienfaits de l'activité physique, qui quantifie combien d'activité physique pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Donc, vous trouvez tout ça sur drkin.com. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée sous la neige et puis on se revoit la semaine prochaine.